Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui passent leur anniversaire comme si c'était un jour ordinaire? Pas de plan, pas de fête, pas de bougie, pas même un souhait. Ils se réveillent, continuent leur routine, répondent peut-être à un message ou deux, puis retournent au silence. Pour beaucoup, cela ressemble à de la froideur. Pour d'autres, cela ressemble à du détachement. Mais pour Carl Jung, rien dans le comportement humain n'est ce qu'il paraît. Derrière chaque geste simple, il y a un symbole, derrière chaque choix, un mouvement secret de l'âme qui tente de se protéger. Les anniversaires, aussi banals qu'ils puissent paraître, sont l'un des plus anciens rituels de l'humanité. C'est l'instant symbolique où l'individu se souvient de sa propre existence, une date qui unit le corps au temps, la conscience au mystère. C'est un portail qui s'ouvre chaque année, invitant l'âme à se revisiter. Mais tout le monde n'accepte pas cette invitation. Certains préfèrent laisser la porte fermée, comme pour dire silencieusement, pas aujourd'hui. Et c'est dans ce geste apparemment simple, de ne pas vouloir célébrer, que la psychologie profonde de Jung trouve l'un de ses signes les plus énigmatiques. Lorsque quelqu'un évite son propre anniversaire, il ne rejette pas simplement une célébration. Vous refusez, peut-être sans vous en rendre compte, un miroir. Un anniversaire oblige un individu à se regarder lui-même, à voir ce qu'il a vécu, ce qu'il a perdu, ce qu'il reste à faire. Et il y a ceux qui ne peuvent pas supporter le poids de ce regard. Ce n'est pas une question d'âge, ni de date. C'est une question de mémoire. De l'inconscient qui garde chaque année comme un fragment, et qui, le jour anniversaire, tente de tout ramener à la surface. Jung disait que l'inconscient parle en symbole. Et l'oubli, dans ce cas, est un symbole de défense. Lorsque l'esprit efface le sens d'un jour qui devrait être spécial, il ne fait pas seulement preuve de désintérêt, il protège quelque chose. C'est l'instinct de la psyché de maintenir l'équilibre, en évitant le contact avec une émotion trop ancienne, peut-être trop douloureuse. C'était peut-être une enfance où le gâteau n'était jamais venu. Un cadeau attendu qui n'est jamais arrivé. Ou le silence de quelqu'un qui aurait dû être là mais qui n'y était pas. Ces marques ne disparaissent pas. Elles disparaissent. Ils s'enfoncent dans l'inconscient et commencent à façonner les gestes futurs, comme des racines qui continuent de pousser même sous terre. Une personne grandit, mûrit, acquiert des responsabilités, mais au fond, il y a toujours cet enfant qui a attendu et n'a pas reçu. Et l'inconscient, fidèle gardien de l'expérience, crée un mécanisme, si je n'attends rien, je ne souffre pas. Ainsi, oublier son anniversaire devient une forme de sagesse déformée, une tentative silencieuse d'échapper à une douleur répétée. L'ego prend le dessus et dit, ce n'est qu'un autre jour. Mais l'inconscient, là-bas, c'est que ce n'est pas le cas. Pour Jung, l'ego est comme une petite lumière entourée par l'immensité de la nuit. Il croit gouverner, mais ce n'est qu'un reflet. L'âme est bien plus ancienne que le soi parlant et bien plus profonde que toute explication rationnelle. Ainsi, lorsqu'une personne évite de regarder la date qui symbolise sa naissance, elle évite, d'une certaine manière, de regarder le mystère même de la vie. C'est un refus de retour. Parce que chaque anniversaire est, au fond, une renaissance, un rappel que le temps passe et que quelque chose en nous doit continuer à évoluer. Et l'inconscient sait que renaître fait mal. Jung a dit que rien ne change sans confrontation. L'âme ne s'éveille pas sans avoir d'abord plongé dans son propre abîme. Et peut-être que l'anniversaire, pour ceux qui l'évitent, représente précisément cet abîme symbolique, la rencontre avec ce qui a été oublié, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui aurait pu être. Le simple « je ne veux pas célébrer » cache une phrase beaucoup plus profonde « je ne veux pas me souvenir ». Mais que se passe-t-il lorsque nous passons notre vie entière à éviter de nous souvenir? Quand la peur du passé devient-elle le filtre qui colore toutes nos journées? L'inconscient n'oublie pas. Il attend, tout simplement. Et chaque fois qu'une date importante approche, il essaie de communiquer. Parfois à travers les rêves. D'autres, à travers une légère agitation, une fatigue inexplicable, une sensation de vide qui apparaît dans l'air sans raison. C'est le soi, le centre organisateur de la psyché, le noyau spirituel décrit par Jung qui tente de rétablir le dialogue avec l'ego. J'essaie de vous rappeler que le sens de la vie ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de ce qui est. Il y a ceux qui voient leur anniversaire comme une autre page tournée. Mais Jung y voyait un symbole de reconnexion avec l'éternel. Car chaque retour au soleil est aussi un retour à l'inconscient, un cycle complet autour de l'âme elle-même. Ignorer ce cycle revient à nier le mouvement de la Terre, il continue, mais la conscience perd son rythme. Et c'est pourquoi tant de gens qui disent « je n'aime pas mon anniversaire » ressentent une étrange mélancolie sans comprendre d'où elle vient. C'est l'âme qui demande à être rappelée. Demander silencieusement à l'être de s'éveiller. Jung croyait que les rituels humains étaient des expressions de l'inconscient collectif, une manière de nous maintenir connectés au mystère qui transcende l'individu. Fêter un anniversaire n'est donc pas un acte anodin. C'est une manière symbolique de dire au cosmos « je suis toujours là ».
pour réaffirmer le pacte entre l'esprit et le temps. Lorsque quelqu'un choisit le silence, il brise temporairement ce lien. Mais même le silence a son rôle. Car dans chaque refus, il y a aussi une recherche, la recherche d'un sens plus pur, moins superficiel. Beaucoup de gens qui ne fêtent pas leur anniversaire ne sont pas froids ou indifférents. Ce sont simplement des gens qui ont déjà ressenti le vide d'une fête qui ne les remplit pas. Qui a réalisé que le gâteau et les bougies ne signifient rien si le cœur n'est pas présent. Peut-être que l'inconscient les conduit vers une nouvelle forme de célébration, plus intérieure, plus authentique. Jung appelle cela le mouvement intérieur, le processus par lequel l'âme cesse de chercher un sens dans les apparences et commence à le trouver dans les profondeurs. C'est le début de l'individuation, le chemin du retour vers le soi. Mais ce chemin commence toujours par un inconfort, avec le sentiment que quelque chose n'a plus de sens. Et c'est là que l'inconscient se manifeste, non pas comme un ennemi, mais comme un maître. Peut-être alors qu'oublier un anniversaire n'est pas un désintérêt, mais une vocation. Une invitation silencieuse à se rapprocher de sa propre âme. Un rappel que le temps n'est pas ce qui passe à l'extérieur, mais ce qui bouge en nous. Réfléchissez, qu'est-ce qui change réellement lorsque vous terminez une autre année? Le corps vieillit, le calendrier tourne, mais l'esprit reste le même, jusqu'à ce que quelque chose le réveille. Et peut-être que le véritable cadeau que l'inconscient tente d'offrir est précisément celui-ci, la conscience qu'il y a encore quelque chose à vivre, à découvrir, à illuminer. Ce que vous faites du jour de votre naissance en dit long sur la façon dont vous voyez votre vie. Fuir cela peut sembler une sécurité, mais c'est en fait une manière subtile de dire qu'il y a encore des blessures à voir. Jung ne jugerait pas ce choix. Il comprendrait. Parce que je savais que chaque âme a son propre rythme. Certains sont prêts à célébrer, d'autres apprennent encore à se permettre de ressentir. Mais tous, sans exception, se dirigent vers le même point, les retrouvailles avec ce qui est vrai. Et en ce sens, même l'oubli a sa sagesse. Parfois l'inconscient se tait pour que l'être puisse à nouveau entendre. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « je n'aime pas mon anniversaire », il veut peut-être dire, dans un langage symbolique, « je n'ai pas encore appris à renaître ». Et Jung, avec son regard serein et énigmatique, dirait que cela fait partie du processus. Parce que la vie est faite de cycles de mort et de renaissance, de lumière et d'ombre, de silence et de révélation. L'important n'est pas la fête, ni les félicitations. C'est le moment où tu réalises que, même sans gâteau, sans cadeau et sans applaudissements, tu continues à être un miracle répété chaque matin. C'est peut-être là, au fond, le véritable sens de cette célébration que beaucoup évitent. Parce que votre anniversaire n'est pas le jour de votre naissance, c'est le jour où la vie vous invite à naître de nouveau. Et cette naissance ne se fait pas avec des sourires, mais avec du courage. Le courage de regarder à l'intérieur et d'admettre, il y a quelque chose en moi qui a encore besoin de s'éveiller. Et ainsi, sous le couvert de l'oubli, l'inconscient façonne l'âme, attendant le moment propice où l'individu, fatigué de fuir, décide enfin d'allumer la bougie qui a toujours été là non pas pour éclairer le monde, mais pour s'illuminer lui-même. Mais que se passe-t-il lorsque cette bougie est allumée? Qu'est-ce qui surgit de l'ombre lorsqu'un être se permet enfin de célébrer sa propre existence, non par vanité, mais par conscience? Peut-être que la réponse se trouve dans le territoire que Jung appelle l'ombre, la prochaine étape du voyage, où l'oubli cède la place à la révélation et où la peur devient un miroir. Il existe un silence qui ne vient pas de la paix, mais de la défense. Un silence dense qui semble protéger ce qui ne peut être dit. Il se manifeste chez les personnes qui, à l'approche de leur anniversaire, modifient leur comportement, elles deviennent plus introspectives, plus distantes, plus réservées. Parfois, elles sourient même, feignant la normalité, mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentent un malaise difficile à nommer. Carl Jung dirait que ce malaise est l'appel de l'ombre, la face cachée de la psyché qui porte tout ce que nous ne voulons pas voir. C'est l'ombre qui parle à travers ses gestes discrets, ces silences qui cachent des histoires entières. Imaginez quelqu'un qui se réveille le jour de son anniversaire et, avant même d'ouvrir les yeux, ressent le poids d'un vieux souvenir, comme un murmure venu de loin. Ce n'est pas de la tristesse à proprement parler, mais quelque chose de plus nébuleux. Un sentiment mêlant nostalgie, vide et résistance. Cette personne se lève, va qu'à ses occupations, ignore les messages, évite les appels, fait semblant d'être occupée. Et à la nuit tombée, elle pourrait regarder l'heure et penser, encore un an. Pas de fête, pas de célébration, pas de rituel. Ce qui semble être de l'indifférence est en réalité un dialogue inconscient avec le passé, un accord silencieux avec sa propre douleur. Pour Jung, l'ombre est formée par tout ce que l'ego rejette. Tout ce que nous considérons comme indésirable, nos faiblesses, nos blessures, nos traumatismes est projeté dans ce territoire obscur de l'esprit. Mais il ne disparaît pas. L'ombre attend. Et à certains moments de la vie, comme un anniversaire, elle trouve le moyen de se manifester.
Symbole ultime de l'existence individuelle, l'anniversaire est comme un miroir que l'inconscient nous force à regarder en face. Et l'ombre déteste être ignorée. Elle se manifeste par des émotions étranges, des souvenirs soudains, un sentiment de déconnexion. Peut-être qu'un jour, lors d'un anniversaire passé, quelque chose a laissé une trace. Une promesse non tenue. Une absence ressentie. Un geste de rejet. La psyché enregistre ces moments avec une précision invisible, et ils continuent de vivre en nous, même des décennies plus tard. Chaque fois que la date se répète, l'inconscient la reconnaît, comme pour dire « c'est là que ça fait mal ». Et c'est à cet instant que l'ombre se déplace. Elle murmure « tu te souviens ?» Mais l'ego, réticent à revivre la douleur, répond « je ne veux pas », et le résultat est un oubli volontaire, un déni déguisé en maturité. Jung disait que rien de ce qui est refoulé ne disparaît, tout revient. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est un messager. Ignorer ce qu'elle tente de révéler, c'est comme recouvrir un miroir fissuré d'un tissu, le reflet reste là, en attente. Lorsqu'on évite de fêter son anniversaire, on évite peut-être, sans le savoir, d'affronter des aspects de soi-même. La peur de regarder en soi est la peur de voir ce que nous étions autrefois. Car, d'une certaine manière, un anniversaire est un portail symbolique entre hier et maintenant. Et tout le monde n'est pas prêt à le franchir. Certains disent ne pas célébrer parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Mais ce manque de sens est souvent le symptôme le plus évident d'un déplacement profond. L'âme se déconnecte de son propre rythme et le temps perd sa forme. Jung l'observait chez ses patients, lorsque l'ombre domine, l'individu commence à se sentir spectateur de sa propre vie. Tout semble lointain, presque sans importance. C'est le vide de l'âme qui n'a pas encore trouvé la réconciliation avec ce qu'elle a perdu. Jung raconta un jour l'histoire d'une femme qui, chaque année, tombait malade le jour de son anniversaire. Elle disait que son corps réagissait mal à cette date. Mais après des mois d'analyse, elle découvrit que son anniversaire coïncidait avec le jour où, enfant, ses parents avaient eu l'une des disputes les plus violentes qu'elle ait jamais vues. Pour l'ego, la date n'était qu'un chiffre parmi d'autres, mais pour l'inconscient, c'était une blessure ouverte. Et le corps, obéissant à la psyché, manifestait ce que l'esprit ne pouvait exprimer. La guérison survint lorsqu'elle reconnut ce lien, au lieu d'éviter ce jour, le redéfinit. Elle décida finalement d'allumer une bougie non pas pour célébrer, mais pour illuminer le passé. C'est la fonction de l'ombre, révéler ce qui a été oublié pour que l'âme puisse respirer à nouveau. Mais peu le comprennent. La plupart fuguent. Et cette fugue crée un schéma. Ce même schéma qui répète silencieusement des phrases comme « je m'en fiche de ces choses-là, je n'ai jamais aimé les rendez-vous, pour moi, c'est juste un jour comme les autres ». Ces phrases semblent matures, mais elles cachent un accord inconscient, celui de ne rien ressentir. Cependant, plus nous cherchons à éviter de rencontrer l'ombre, plus elle trouve le moyen de s'exprimer. Parfois dans les rêves. D'autres fois, par des comportements subtils. Une irritation soudaine, un isolement grandissant, un inexplicable sentiment de lassitude face à la vie. L'ombre ne crie pas, elle contamine. Et plus elle est refoulée, plus elle s'approfondit. Jung comparait ce processus à l'alchimie. L'ombre est la matière première, le plomb de l'âme. L'ego est l'alchimiste qui tente de le transformer en or. Mais cette transformation ne se produit que par le contact. L'alchimiste doit toucher le plomb. Et toucher l'ombre, c'est reconnaître la douleur sans se laisser dominer par elle. En niant son anniversaire, on nie aussi la possibilité de renaître. Car chaque célébration, même la plus modeste, est une forme de réintégration symbolique, un rappel que la vie palpite encore. Jung croyait que l'inconscient ne supporte pas la stagnation. Il pousse l'individu à grandir, même à travers la douleur. Et c'est ce qui rend le silence si dangereux. Ce qui n'est pas exprimé devient un symptôme. Combien de personnes vivent ainsi, prisonnières d'un cycle d'oubli de soi, croyant être simplement simples? Combien, au fond, évitent simplement d'éprouver des sentiments? Et le plus curieux, c'est que le monde a tendance à applaudir ce comportement. Nous vivons dans une culture qui valorise le contrôle émotionnel et se méfie de la vulnérabilité. Alors, l'individu apprend à feindre l'indifférence. Il apprend à dire que tout va bien, qu'il n'a besoin de rien, que faire la fête ne l'intéresse pas. Mais la nuit, lorsque le bruit du monde se tait, quelque chose en lui parle. Une voix qui demande « Pourquoi ce vide ne disparaît-il pas ?» C'est la voix de l'ombre qui essaie de se faire entendre. Et si nous l'ignorons, elle ne disparaît pas, elle s'infiltre dans nos relations, nos décisions et nos choix de vie. Elle devient la force invisible qui guide tout en silence. L'ombre ne recherche pas la punition, elle aspire à la reconnaissance. Elle veut être regardée sans jugement, acceptée comme partie intégrante du tout. Jung disait que la véritable connaissance de soi commence lorsque nous cessons de diviser notre âme en bien et mal, et commençons à considérer toute chose comme nécessaire.
Mais il y a une énorme résistance à cela, car regarder dans l'ombre demande du courage. C'est comme entrer dans une pièce sombre sans savoir ce qu'on y trouvera. Peut-être voyez-vous l'enfant qui pleurait seul, l'adolescent qui se sentait invisible, l'adulte qui essaie encore de prouver qu'il est suffisant. L'ombre contient chacune de ces versions de nous. Et ce n'est qu'en les reconnaissant que nous commençons à guérir le passé. Ainsi, l'acte de « ne pas se soucier de son anniversaire » peut paraître léger, mais il est symboliquement profond. C'est un déni du cycle de la vie, une légère rupture avec son propre mythe. Jung croyait que chaque être humain vit dans un mythe, un récit archétypal qui façonne son existence. L'anniversaire, dans ce contexte, est le moment où le mythe se renouvelle, le moment où le héros intérieur s'éveille et se demande « Où vais-je maintenant ?» Éviter ce moment, c'est reporter le voyage. Et pourtant, il y a de la beauté là-dedans. Car l'ombre n'est pas une punition, c'est une invitation. Chaque fois que l'on s'éloigne d'un souvenir douloureux, elle attend patiemment. Un jour, lorsque le silence ne suffira plus, elle se présentera autrement, peut-être par un rêve symbolique, une rencontre inattendue, une coïncidence apparemment banale. Jung appelait cela la synchronicité, lorsque l'inconscient trouve des moyens subtils de se faire entendre à travers le monde extérieur. Peut-être alors qu'oublier son anniversaire n'est pas seulement une échappatoire, mais une préparation. L'âme se retire avant d'émerger. Le cocon semble immobile, mais il s'agit d'une transformation. Le silence, même s'il ressemble à un déni, peut être le début de l'écoute. Et lorsqu'on s'autorise enfin à regarder son reflet, quelque chose s'anime en soi, une petite lumière au plus profond de la grotte. C'est à cet instant que l'ombre commence à se transformer en force. Jung disait qu'un individu ne devient entier que lorsqu'il accepte de marcher avec ses ombres. Car le mal n'est pas l'obscurité elle-même, mais la peur de la traverser. C'est peut-être ce que vivent tant de gens sans s'en rendre compte, un voyage inconscient, une tentative de réconciliation avec ce qui a été oublié au fil du temps. Chaque année, la date revient comme un miroir, et l'inconscient demande à nouveau « Veux-tu regarder maintenant ?» La plupart répondent encore non. Mais un jour, inévitablement, quelqu'un dit oui. Et c'est dans ce oui que commence la transformation. Au moment où l'individu décide de ne plus fuir, l'inconscient change de ton. L'ombre, autrefois crainte, devient un guide. Elle ne veut pas détruire, elle veut révéler. Révéler ce qui doit être mémorisé pour que le cycle soit complet. Révéler que le passé n'est pas une prison, c'est un fondement. Et que, pour naître de nouveau, il faut d'abord allumer une bougie dans l'obscurité. Que se passerait-il si, lors de votre prochain anniversaire, au lieu d'éviter la date, vous vous asseyez tranquillement, seul, devant une flamme, et laissiez les souvenirs venir? Peut-être découvrirait-il que ce qui semblait être de la douleur n'était qu'un désir de lui-même. Peut-être s'est-il rendu compte que ce qu'il appelait le détachement était en fait la peur de ressentir à nouveau quelque chose. Peut-être comprendrait-il qu'il ne s'agit pas d'une fête ou de cadeaux, mais de renouer avec le mythe lui-même. Et qui sait, à ce moment-là, ce qui était toujours un jour oublié devient le début de quelque chose de nouveau. Parce que l'inconscient n'arrête jamais de tenter de nous appeler. Et parfois, l'appel se présente sous la forme d'un désintérêt, d'une fatigue, d'un simple « je ne veux pas faire la fête ». Mais Jung savait que derrière ces mots, ce que l'on entend en réalité est un murmure, il est temps de regarder. Et c'est là que la véritable histoire commence, lorsque nous cessons de fuir l'ombre et que nous nous demandons enfin ce qu'elle veut nous montrer. L'ego est une invention fragile. Il se croit au centre de l'existence, mais il n'est que le reflet de ce que nous supportons de voir de nous-mêmes. Jung disait que l'ego est comme une flamme dans l'immensité de la nuit, il illumine un espace restreint, mais tout au-delà demeure vivant, respirant, en attente. C'est dans l'inconscient que se cache le véritable pouvoir de l'âme, et c'est là que résident les parts de nous-mêmes que l'ego s'obstine à nier. Lorsqu'on évite son propre anniversaire, on obéit en quelque sorte à cet ego protecteur, qui craint de rencontrer ce qu'il ne comprend pas encore. Les anniversaires nous rappellent que le temps est en mouvement et que le soi, pour continuer d'exister, doit évoluer. Mais évoluer signifie se défaire de formes anciennes, ce qui, pour la psyché, est toujours une forme de mort. Il existe une contradiction en chacun de nous, nous voulons grandir, mais nous résistons au processus de transformation. Nous voulons le changement, mais nous craignons le prix qu'il implique. L'ego aspire à la stabilité, l'inconscient exige le mouvement. Cette tension constante est le moteur de l'âme humaine, le feu qui anime le processus d'individuation. Chaque fois que l'ego refuse d'affronter le miroir symbolique du temps, il crée une fissure intérieure. Cette fissure se manifeste par la fatigue, la confusion ou un vide difficile à expliquer. L'individu ressent un manque, mais ignore lequel. Et, sans s'en rendre compte, il continue à répéter des gestes automatiques qui l'éloignent de son propre centre. Combien de fois avez-vous fait comme si quelque chose ne vous affectait pas? Combien de fois avez-vous masqué la douleur par l'indifférence,
la prenant pour une force. L'ego adore les déguisements. Il crée des récits qui lui permettent de garder le contrôle. Je m'en fiche, j'en ai fini, ce n'est qu'un jour comme les autres. Mais l'inconscient entend ce que l'ego tente de cacher. Il perçoit chaque mensonge émotionnel et enregistre chaque fuite. Et plus l'ego tente de dominer, plus l'inconscient répond par des symptômes, insomnie, anxiété, apathie, trop de mémoire. C'est la façon dont l'âme nous dit, tu t'éloignes trop de la vérité. Dans des moments comme ceux-ci, Jung disait que la vie commence à ressembler à une pièce de théâtre où l'acteur a oublié son texte. Il répète des répliques mémorisées, mais sans âme, sans présence. C'est l'ego qui tente de maintenir une version de soi qui n'a plus de sens. L'anniversaire devient alors un miroir reflétant cette déconnexion. L'individu se regarde et ne se reconnaît plus. Quelque chose en lui réclame un changement, mais la peur est plus forte. Et cette peur a des racines anciennes. C'est la peur primordiale de se dissoudre, de perdre ce que l'on connaît, de cesser d'exister. Mais Jung y voyait le paradoxe de l'évolution spirituelle. Pour véritablement naître, il faut accepter la mort. Vous êtes-vous déjà senti las de vous-même ? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous devait se briser pour que quelque chose de nouveau puisse naître ? C'est l'appel du soi, le noyau spirituel de la psyché. Ce n'est ni l'ego, ni la personne, ni l'image que nous projetons au monde. C'est l'essence silencieuse qui observe tout. Le soi ne s'impose pas, il appelle, tout simplement. Et lorsque l'ego prend trop de distance, cet appel se transforme en crise. La crise est le langage que l'inconscient utilise pour rétablir l'équilibre. Elle se manifeste par la perte, la solitude, la rupture, mais symboliquement, c'est une forme de renaissance. Le problème est que l'ego craint la dissolution. Il s'accroche aux routines, aux croyances et aux masques qu'il a construits. Il croit que sans ces formes, il ne survivra pas. Par conséquent, il évite tout ce qui lui rappelle sa fragilité et un anniversaire en est un. C'est le jour où le temps révèle que l'ego n'est pas éternel. C'est le moment où l'individu réalise que, malgré tous ses efforts pour se contrôler, il est porté par quelque chose de plus grand. L'inconscient, comme la mer, ne demande pas la permission de se déplacer. Il suit simplement son cours, et ceux qui tentent de résister à ces vagues finissent par être emportés. Que se passerait-il si vous cessiez de lutter contre le courant ? Et si, au lieu d'éviter l'inconfort, vous l'observiez jusqu'à comprendre ce qu'il veut vous montrer ? Jung croyait que les symboles sont le langage naturel de l'âme. Quand quelque chose en nous souffre sans explication, c'est qu'il existe un symbole oublié qui demande à être déchiffré. Oublier son anniversaire n'est peut-être que cela, un symbole. Cela représente l'angle mort de la conscience, le refus de se voir complètement. C'est l'inconscient qui dit, tu n'as pas encore intégré cette partie de ton histoire. En termes simples, lorsque vous ignorez quelque chose en vous, cette part ne disparaît pas, elle prend vie d'elle-même. Jung appelait cela un « complexe autonome ». Ce sont des fragments psychiques qui gagnent en énergie et commencent à agir indépendamment de la volonté consciente. Lorsque l'ego dit « je ne veux pas y penser », le complexe répond « mais je suis toujours là ». Il se manifeste ainsi indirectement, par des rêves, des rechutes, des automatismes et même d'étranges coïncidences. L'inconscient trouve toujours le moyen de se faire entendre. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à fuir ses vieilles émotions. Apparemment, c'est une personne stable, rationnelle et maîtrisée. Mais un jour, sans raison apparente, il ressent une angoisse intense en entendant une vieille chanson ou en voyant une photo oubliée. Elle l'envahit avec force, comme si le temps avait reculé. C'est l'ombre qui émerge, tentant de restaurer la continuité psychique. C'est l'inconscient qui dit « tu t'es arrêté ici ». Et l'ego, surpris, réalise que la stabilité qu'il chérissait en était qu'un déguisement. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, ce que nous craignons le plus se manifeste dans les situations les plus banales ? C'est parce que la vie ou l'inconscient, ce qui revient au même possède un sens de l'humour symbolique. Elle utilise le quotidien comme langage. Un anniversaire oublié, un appel téléphonique qui ne vient pas, un cadeau qui n'arrive jamais, tout est symbole. Tout est communication de l'âme. Et si nous ignorons ces signes, la vie se répète jusqu'à ce que nous apprenions à les écouter. Jung disait que l'ego doit apprendre à obéir. Non pas au sens moral, mais spirituel. L'ego doit servir le soi, et non l'inverse. Tandis que l'ego tente de contrôler, le soi crée des situations qui le forcent à capituler. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression que la vie les force à changer. En réalité, c'est l'inconscient qui tente de restaurer l'unité perdue. La souffrance naît lorsque l'ego résiste trop. Mais lorsqu'il capitule, quelque chose se réoriente. C'est à ce moment-là que l'individu commence à comprendre qu'il n'est pas puni, mais transformé. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible guidait vos pas ?
Comme si certaines expériences étaient inévitables, comme si un fil conducteur silencieux guidait votre histoire de l'intérieur. Jung appelait cela la destinée psychique, le scénario inconscient que chaque âme porte en elle. Un anniversaire, étape symbolique, active ce scénario. C'est le point de bascule entre ce qui a déjà été vécu et ce qui est à venir. Ignorer la date est une façon de tenter de briser le cycle, mais le cycle continue, car le temps est une force archétypale que rien ne peut arrêter. Parfois, l'ego se persuade d'avoir le contrôle, mais l'inconscient a ses propres motivations. Il entraîne l'individu sur des chemins qui semblent être des erreurs, mais qui sont en réalité des ajustements. Une relation qui se termine, un emploi perdu, une rencontre inattendue, tout cela est le fruit de l'inconscient en action. Chaque événement est un miroir, chaque coïncidence un message. Et le refus de voir ces signes est ce qui prolonge la souffrance. L'ego appelle malchance ce que le soi appelle une leçon. Jung voyait la vie comme un processus de découverte continue de soi. Pour lui, la conscience n'est pas un état figé, mais une flamme à alimenter. Chaque geste, chaque souvenir, chaque douleur alimente cette flamme. En évitant son propre anniversaire, on éteint une petite partie de cette lumière. Non par malveillance, mais par peur. C'est la peur de reconnaître sa propre lassitude, sa propre finitude, son propre passé. C'est la peur de réaliser qu'on n'est plus celui qu'on était, mais pas encore celui qu'on sera. Et si cette peur était le début de quelque chose de nouveau ? Et si l'inconfort d'un anniversaire était en réalité une invitation à la transformation ? Jung disait que l'inconscient ne se révèle pas d'un coup, il s'insinue, tel un voile porté par le vent. Chaque petite révélation est une étape dans le processus d'individuation. Et plus l'ego s'ouvre, plus le voile se lève. Ce qui paraissait autrefois obscur devient compréhension, ce qui semblait douleur prend sens. Il y a ceux qui passent leur vie entière sans répondre à cet appel. Et il y a ceux qui, un jour, finissent par écouter. Parfois, il suffit d'une pause, d'un moment de silence au milieu du bruit. Un regard intérieur. À cet instant, l'ego cesse de lutter et quelque chose se réorganise en lui. L'individu ressent, même sans le comprendre, que quelque chose de plus grand est en train de se produire. C'est l'âme qui s'éveille de l'oubli. C'est le soi qui reprend sa place. Et puis la question change. Ce n'est plus « pourquoi n'aime-je pas mon anniversaire ?» mais « qu'est-ce qui, en moi, craint encore de renaître ?» Car c'est ce que symbolisent les anniversaires, le cycle éternel de la naissance, de la mort et de la renaissance. L'ego craint, mais l'âme aspire. Et au cœur de ce conflit, la conscience mûrit. Jung disait que la vie ne devient pleine que lorsque nous cessons de rechercher la sécurité et commençons à chercher du sens. L'oubli, le silence et l'indifférence au quotidien ne sont peut-être que des manières imparfaites d'exprimer notre lassitude du superficiel. Notre désir de plus vrai, de plus profond, de plus réel. L'inconscient comprend ce désir et le transforme en chemin. Mais ce chemin commence par un geste, regarder à l'intérieur sans peur. Et s'il est un mystère que l'ego ne comprend jamais, c'est que plus nous regardons à l'intérieur, plus le monde extérieur change. La psyché et la réalité ne sont pas séparées, ce sont des miroirs. Lorsque l'individu accepte sa propre ombre, la vie lui répond par de nouvelles possibilités. C'est comme si l'univers respirait enfin avec lui. La véritable raison pour laquelle nous évitons nos anniversaires n'est peut-être pas la peur du temps, mais la peur de la vérité. Car en vérité, chaque année vécue est aussi un morceau d'éternité qui se dévoile. Et ceux qui apprennent à le voir découvrent que le temps ne passe pas, il se transforme. Et que, derrière chaque silence, chaque ombre, il y a toujours un nouveau départ qui attend de naître. Il arrive un moment, inévitable, où l'introspection cesse d'être un choix pour devenir naturelle. Certaines personnes découvrent très tôt qu'elles se sentent mieux dans le silence qu'en foule. Ce n'est ni de la timidité ni de l'arrogance, c'est une façon de préserver son énergie, de maintenir l'âme dans un état de contemplation. Carl Jung appelait cela le « mouvement de retour », un instinct naturel de la psyché lorsqu'elle a besoin de se réorganiser. C'est l'appel de l'archétype de l'ermite, cette figure ancienne qui, dans les récits et les mythologies, abandonne le monde pour rechercher la vérité intérieure. Cet archétype n'est pas seulement symbolique. Il habite chacun qui, à un moment donné, ressent le besoin de s'éloigner du bruit et d'écouter quelque chose de plus profond. Pour Jung, l'ermite ne représente pas l'isolement, mais l'intégration. Il se retire pour se redécouvrir. Et souvent, cette impulsion se manifeste de manière discrète, il évite les grandes fêtes, préfère la solitude de ses pensées, trouve plus de sens à regarder la pluie qu'à être dans une pièce remplie de voix. Un anniversaire, pour quelqu'un comme lui, peut sembler un bruit inutile, une perturbation du rythme naturel de l'âme. Alors que le monde s'obstine à célébrer dans l'euphorie, l'ermite préfère le silence. Non par dédain, mais par respect pour l'invisible. Cependant, la frontière est ténue entre l'introspection et l'exil émotionnel.
Lorsque l'âme se retire trop, elle risque de transformer le silence en prison. L'archétype, qui devrait la guider, commence à dominer. Jung a observé ce phénomène chez des patients qui confondaient connaissance de soi et isolement. Ils croyaient que se retirer du monde les rendait plus sages, alors qu'en réalité cela les éloignait de l'humanité elle-même. La sagesse de l'ermite réside dans la compréhension de l'équilibre, il descend dans la caverne, mais c'est qu'en revenir. Il est curieux de constater à quel point cette image revient dans différentes cultures. Les moines tibétains qui se retirent dans les montagnes, les sages du désert, les prophètes bibliques, tous incarnent le même principe, la nécessité de se retirer pour comprendre. Mais tous ceux qui se retirent ne reviennent pas. Jung disait qu'il y a un danger dans le voyage intérieur, la fascination pour l'abîme. L'individu peut être tellement envoûté par le silence qu'il finit par rejeter le monde. Et le monde, trop longtemps ignoré, renvoie l'isolement sous forme d'oubli. On raconte l'histoire de personnes ayant vécu des années dans ce genre d'exil psychologique. Un homme qui a fêté son anniversaire pendant 15 ans seul dans une cabane, convaincu que le bonheur résidait dans l'indépendance. Une femme qui, après un chagrin d'amour profond, a décidé de ne plus jamais rien fêter, ni son anniversaire, ni Noël, ni le Nouvel An. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a simplement répondu « Je ne veux pas que quiconque attende quoi que ce soit de moi, et donc je n'attends rien de personne ». Pour Jung, cette réponse n'était pas un signe de froideur, mais une blessure. La blessure de quelqu'un qui a appris à confondre protection et distance. Mais il y a quelque chose de surprenant chez l'ermite, même dans la solitude, il demeure un lien avec le tout. Jung croyait que l'inconscient collectif n'abandonne personne. Même l'être le plus isolé est connecté à un réseau invisible de significations, de rêves et de symboles partagés. C'est pourquoi, dans presque toutes les traditions spirituelles, l'ermite est aussi un visionnaire, celui qui, même seul, parle au nom de tous. Il s'isole pour saisir ce que le collectif a oublié. On trouve un épisode curieux dans les journaux de Jung. Durant la période où il s'est retiré du monde pour écrire le livre rouge *, il décrit des rêves récurrents dans lesquels un vieil homme en robe blanche lui tend une lanterne allumée et lui dit « Descends, mais n'oublie pas la lumière ». Jung interprétait cette figure comme une manifestation de l'archétype de l'ermite, le guide intérieur qui le guidait dans son propre inconscient. Mais l'avertissement était clair, ne te perds pas dans l'obscurité. La lumière représente la conscience, et descendre sans elle équivaut à un naufrage. L'âme humaine est un territoire vaste et imprévisible. Ceux qui choisissent de l'explorer doivent accepter de rencontrer à la fois beauté et monstres. Et le plus curieux, c'est que ces monstres ne sont pas des ennemis, ce sont des parties oubliées de nous-mêmes, attendant d'être reconnus. L'ermite est celui qui apprend à dialoguer avec eux. Il ne les combat pas, il les écoute. Et c'est peut-être ce que font certains sans s'en rendre compte, lorsqu'ils préfèrent le silence à la célébration, ils entendent ce que le bruit du monde les empêche d'entendre. Vous êtes-vous déjà demandé ce que le silence essayait de vous dire ? Parfois, ce n'est pas le vide, mais une voix. Un murmure de l'âme qui demande une pause, une compréhension. Jung croyait que des moments de solitude sont nécessaires à la réorganisation de la psyché, tout comme le corps a besoin de sommeil pour guérir. Mais il existe une frontière invisible entre une retraite bienfaisante et un isolement accablant. Lorsque le silence devient un mur au lieu d'un refuge, c'est le signe que l'âme s'est égarée. Dans l'une de ses études, Jung a analysé des cas de personnes se sentant déconnectées de la vie sociale. Elles ont rapporté ressentir une sorte de lucidité profonde, comme si elles voyaient le monde de l'extérieur. L'une d'elles, une enseignante à la retraite, a décrit quelque chose de frappant, c'est comme si je vivais dans deux réalités. L'une où les gens parlent, rient et font la fête, et l'autre où tout est lent, dense et vrai. J'appartiens à la seconde. Jung a appelé ce phénomène « inversion de la libido », l'énergie psychique, au lieu de s'étendre vers l'extérieur, se tourne complètement vers l'intérieur. Il en résulte une sorte d'hyperlucidité spirituelle, mais accompagnée d'un détachement émotionnel. La conscience grandit, mais le cœur se refroidit. Ceci explique pourquoi tant de personnes en quête de connaissance de soi finissent par se sentir plus seules qu'auparavant. Le voyage intérieur est un voyage sans garantie. L'individu commence à chercher la lumière, mais traverse inévitablement des zones d'ombre. Et en cas de manque d'équilibre, il finit par se perdre dans des reflets qui le séparent de la vie réelle. Jung mettait en garde ses patients à ce sujet, aucune illumination ne vaut le prix de la déconnexion humaine. Le but du voyage n'est pas de fuir le monde, mais de mieux le comprendre. Il existe une histoire ancienne à propos d'un homme sage qui vécut isolé pendant 30 ans sur une montagne, méditant en quête de vérité. Lorsqu'il descendit enfin en ville, il trouva le peuple en guerre. Voyant la destruction, il s'assit par terre et pleura. Un jeune homme s'approcha et demanda « Que as-tu vu là-haut » Le vieil homme répondit « J'ai tout vu.
Mais je réalise maintenant qu'il est inutile de connaître la lumière si l'on oublie de l'utiliser pour guérir les ténèbres. Jung adorait ce genre de parabole. Pour lui, le véritable sage n'est pas celui qui s'isole pour fuir le monde, mais celui qui y retourne pour le servir. Et c'est peut-être ce que l'inconscient tente de nous enseigner par son apparent désintérêt pour les célébrations. Celui qui rejette les anniversaires vit peut-être, sans s'en rendre compte, l'archétype de l'ermite déséquilibré. Il croit avoir trouvé la paix dans le silence, mais cette paix est faite d'abandon. C'est le calme du renoncement, non de la compréhension. Il pense n'avoir besoin de personne, mais l'inconscient sait que chaque âme a besoin de miroirs. C'est à travers les autres que nous nous reconnaissons. C'est en échange que le soi se manifeste pleinement. Il y a pourtant une beauté subtile dans ce chemin. Car même lorsqu'on se retire du monde, celui-ci tente sans cesse de nous rappeler. Parfois par une rencontre fortuite, un souvenir, un geste inattendu. Jung appelait cela la synchronicité, la coïncidence significative qui révèle le dialogue entre le conscient et l'inconscient. Lorsqu'un individu s'isole trop, l'inconscient crée des moyens de le reconnecter. C'est comme si l'univers nous disait « Tu n'es pas seul, même si tu le souhaites ». Un patient de Jung raconta un jour une expérience surprenante. Il avait vécu complètement isolé pendant des années, convaincu que plus rien ne le reliait à personne. Un matin, en ouvrant la fenêtre, il vit un petit oiseau se poser sur le rebord. L'oiseau le regarda un instant, chanta et s'envola. Il raconta qu'à cet instant précis, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une émotion simple, presque oubliée, l'appartenance. Il pleura sans comprendre pourquoi. Jung, en entendant cette histoire, répondit « L'oiseau est l'âme qui vous dit qu'il y a encore de la vie en vous ». Cette sensibilité rendait sa vision si humaine. Jung ne voyait pas l'isolement comme une erreur, mais comme une étape. Il croyait que chacun a besoin, à un moment donné, de se distancier du collectif pour trouver son propre centre. Le danger ne réside pas dans le repli sur soi, mais dans l'oubli du chemin du retour. L'ermite authentique revient transformé. Il quitte la grotte avec la lanterne qu'il a trouvée à l'intérieur, et cette lumière n'appartient pas seulement à lui, mais à tous. Avez-vous déjà remarqué comment la vie a des manières subtiles de nous inciter à renouer le contact humain? Une rencontre inattendue, un message ancien, une simple invitation. Parfois, nous résistons en disant « ce n'est pas le bon moment ». Mais l'inconscient sait ce qu'il fait. Il crée des circonstances pour équilibrer les pôles de l'âme, intérieur et extérieur, silence et bruit, soi et autrui. La véritable sagesse consiste à reconnaître quand le retrait cesse d'être une guérison pour devenir une évasion. Un fait curieux renforce cette idée. Des études modernes en psychologie analytique ont montré que les personnes ayant une tendance à l'introspection profonde tendent à avoir une activité cérébrale plus intense dans les régions liées à l'imagination et à l'empathie. Cela signifie que, paradoxalement, ceux qui s'isolent le plus sont aussi ceux qui ressentent le plus le monde. Ce sont des âmes à la sensibilité aiguë, qui se retirent non par égoïsme, mais parce qu'une stimulation excessive leur fait mal. Le problème est qu'en essayant de se protéger, ils finissent par s'éloigner de ce dont ils ont le plus besoin, la connexion. Jung croyait que l'être humain est avant tout un pont, un canal entre le visible et l'invisible, l'individuel et le collectif. De ce point de vue, les anniversaires symbolisent le retour à ce pont. C'est le jour où l'âme est invitée à se rappeler qu'elle n'existe pas seule. C'est un rappel du pacte entre soi et le monde. Lorsque quelqu'un rejette ce moment, l'inconscient le perçoit comme un appel à la rupture, mais aussi comme le signe d'une déconnexion. Et c'est peut-être pour cela que même ceux qui disent « je n'ai pas besoin de fête » ressentent une pointe de tristesse quand personne ne se souvient. C'est l'inconscient qui réclame une reconnexion. Car l'ermite a besoin de revenir. Et lorsqu'il revient, il découvre que la véritable sagesse ne consiste pas à fuir le monde, mais à apprendre à y cheminer sans se perdre. Jung l'a magistralement résumé, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une lumière constante, mais Dieu habitué à l'obscurité. Le silence peut être un refuge, mais il peut aussi être le lieu où la vie s'arrête. Et lorsque l'âme en prend conscience, le processus de retour s'amorce. Lentement, l'individu ressent le besoin de s'ouvrir à nouveau, de parler, d'être vu. C'est l'appel inconscient à la prochaine étape du voyage, celle où la solitude se transforme en réconciliation. Mais que se passe-t-il lorsque, après des années de silence, quelqu'un accepte enfin d'être revu? Que se réveille en l'âme lorsqu'elle réalise qu'elle a été créée non seulement pour se protéger, mais aussi pour recevoir? La réponse réside peut-être dans la rencontre entre l'ermite et l'amour, entre le silence et la vulnérabilité. Car c'est à ce moment-là que le voyage intérieur cesse d'être un isolement pour devenir une communion, le thème qui commence à se dévoiler dans la suite de ce récit. Il arrive un moment où même l'être le plus silencieux réalise que l'isolement ne protège plus, qu'il étouffe. C'est lorsque le cœur s'emballe à la moindre petite attention, un regard qui dure une seconde de trop,
une voix qui appelle un nom avec tendresse, un contact qui réveille un souvenir oublié. C'est le moment où l'inconscient commence à ouvrir la porte que l'ego a verrouillée pendant des années. Jung disait que le processus d'individuation exige ce retour, non seulement au monde, mais aussi à la capacité de ressentir. Car une connaissance de soi qui ne mène pas à l'empathie n'est que vanité spirituelle. Le véritable éveil ne consiste pas seulement à voir sa propre lumière, mais à permettre aux autres de la voir aussi. Ceux qui ont appris à se protéger par la distance ne se rendent souvent pas compte qu'ils commencent à désirer le contraire. Tout commence imperceptiblement. Un désir timide d'être reconnu, d'entendre des félicitations, de se sentir vu. Au début, l'ego tente d'étouffer cette impulsion. Il dit « Tu n'as pas besoin de ça ». Mais l'inconscient sait qu'il ne s'agit pas d'un besoin, mais d'une question de reconnexion. L'être humain n'est pas fait pour vivre sans miroir, et le regard des autres est précisément ce miroir. C'est à travers lui que l'âme confirme sa propre existence. Le problème est que beaucoup ont passé tellement de temps cachés qu'ils craignent le reflet qui pourrait surgir lorsqu'on les regarde sincèrement. Une tension accompagne cet éveil. Soudain, la personne réalise qu'elle veut être vue, mais elle ne sait pas comment réagir face à cette attention. Lorsqu'on lui dit « Joyeux anniversaire », elle ressent une chaleur étrange, presque inconfortable, comme si une barrière invisible avait été brisée. Derrière ce malaise se cache une peur profonde, la peur d'être aimé. Jung disait qu'être aimé est l'acte le plus dangereux de la vie, car il force l'ego à abandonner le contrôle. L'amour met à nu, désarme et expose ce que l'individu a passé des années à cacher. C'est pourquoi tant de personnes le rejettent sans s'en rendre compte. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à se convaincre qu'il n'avait besoin de rien ni de personne. Soudain, un petit geste de bonté brise ce mur. Une étreinte, une lettre, un souvenir inattendu. La réaction est déroutante, la moitié de l'être veut fuir, l'autre moitié veut rester. Ce conflit est la danse même entre l'ego et le soi, entre la peur et l'appel à la plénitude. L'inconscient, lorsqu'il perçoit une brèche, fait tout pour l'agrandir. Il envoie des signaux, des coïncidences, des retrouvailles improbables. Tout ce qui est nécessaire pour rappeler à l'individu que l'amour fait partie de la guérison. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un entrait dans votre vie au moment précis où vous en aviez le plus besoin, même sans l'admettre ? Jung appellerait cette rencontre la synchronicité, le dialogue invisible entre le monde intérieur et le monde extérieur. Lorsque l'âme décide de mûrir, l'univers coopère. Et parfois, cette coopération prend la forme d'un autre être humain. Quelqu'un qui nous force, même involontairement, à baisser notre garde. Ces rencontres sont, en réalité, les moments les plus dangereux et les plus transformateurs de la vie. L'ego lutte pour maintenir ses défenses, mais le soi persévère. Jung disait que l'amour est le grand alchimiste de la psyché, il transforme tout ce qu'il touche. Et, comme toute alchimie, il commence par le chaos. C'est alors que la structure qui assurait la sécurité de l'individu commence à s'effondrer. La routine émotionnelle qui le protégeait cesse de fonctionner. Le silence ne suffit plus, le contrôle n'apaise plus, la distance n'est plus réconfortante. Ce qui était autrefois un refuge est désormais une prison. On trouve dans les archives de Jung le cas célèbre d'un homme qui vivait ainsi. C'était un avocat respecté, rationnel et froid. Pendant des années, il ignora son propre anniversaire, prétextant qu'il n'avait pas le temps pour de telles absurdités. À 50 ans, un événement étrange se produisit. Il reçut par surprise une lettre de sa sœur accompagnée d'une photo d'enfance. Sur l'image, il souriait, le visage couvert de gâteaux, le visage couvert de bougies fondues. En la voyant, il fut pris de vertige. Il dit que c'était comme regarder un fantôme. Il pleurait sans pouvoir s'arrêter, sans savoir pourquoi. Quelques jours plus tard, il alla trouver Jung et lui avoua qu'il ne se souvenait pas de ce moment. La photo avait ravivé quelque chose d'oublié. Jung l'aida à comprendre, ce n'était pas seulement un souvenir, c'était l'ombre qui réclamait son entrée. L'homme ne pleurait pas le passé, mais la part vivante de lui-même qu'il avait laissé mourir. C'est à ce moment-là que l'inconscient force un retournement de situation. L'âme décide d'avoir trop attendu. Et alors, ce qui a été refoulé commence à s'agiter en elle. L'individu ressent des émotions qu'il ne peut nommer. Colère, tendresse, désir, culpabilité, tout cela se conjugue. Jung appelait cela une invasion de l'inconscient. Mais au lieu d'un danger, il y voyait une rare opportunité, la chance d'intégrer ce qui a été rejeté. Lorsque l'émotion surgit, l'ego est effrayé, mais le soi sourit. C'est le premier pas vers la guérison. Dans de nombreux cas, ce processus débute symboliquement. Une personne rêve qu'on lui offre une fête surprise, mais à son arrivée, elle ne reconnaît personne. Une autre rêve qu'elle souffle des bougies et que le feu s'éteint tout seul. Jung interprétait les rêves comme la représentation d'une perte de connexion avec la vie. L'inconscient révèle ce qui manque, la chaleur humaine,
la fête, le sentiment d'appartenance. C'est l'invitation de l'âme à se sentir à nouveau partie prenante. Il arrive un moment où l'individu comprend que l'isolement n'a jamais été une force, mais une défense. Et cette défense, aussi nécessaire soit-elle, l'a aussi emprisonné. Cette reconnaissance est douloureuse. C'est l'effondrement de l'ancien, soit, la destruction de la persona, ce masque social que nous construisons pour paraître inébranlable. Jung disait que la persona est utile, mais dangereuse. Quand nous croyons être le masque, nous oublions le visage. Et c'est pourquoi, lorsqu'il tombe, la sensation est celle du vide. Or, le vide est l'espace où le soi commence à respirer. Avez-vous déjà eu l'impression d'être démantelé de l'intérieur, comme si ce qui vous définissait ne vous convenait plus? Cette sensation est le signe avant-coureur de l'individuation. L'âme commence à tout réorganiser, à reconstruire le sens de l'existence. Ce qui était autrefois peur se transforme en humilité, ce qui était autrefois douleur se transforme en sagesse. Et c'est à ce moment-là que l'individu découvre quelque chose de surprenant. Pour se trouver soi-même, il faut d'abord se perdre. Jung disait que la guérison survient lorsque l'amour prend le dessus sur la peur. Et l'amour, dans ce contexte, n'est pas romantique, mais universel, l'acceptation profonde de tout ce que nous sommes. Lorsqu'une personne qui a évité son anniversaire pendant des années s'autorise enfin à le fêter, elle n'accepte pas seulement une date, mais se réconcilie avec sa propre vie. Souffler ses bougies est un geste symbolique de reconnexion. C'est la reconnaissance que, même sans garantie, l'existence vaut la peine d'être vécue. Mais ce retour n'est pas simple. Il engendre tension, confusion, voire résistance. L'ego tente de se réorganiser, de reprendre le contrôle. Parfois, l'individu se replie à nouveau, se retire et évite tout nouveau contact. C'est le dernier mouvement de l'ombre avant la reddition. L'inconscient, lui, ne recule pas. Il persiste. Il répète les signes, les rencontres, les rêves. Il crée des coïncidences jusqu'à ce que l'être comprenne ce qui doit être compris. Jung décrit un phénomène qui illustre ce processus, le « retour compensatoire ». Lorsque la conscience penche trop vers un extrême par exemple, l'isolement, l'inconscient crée des forces opposées pour rétablir l'équilibre. Si une personne passe des années à éviter l'amour, la vie finit par lui apporter des personnes qui la défient. Si elle évite la vulnérabilité, quelqu'un apparaît qui éveille la tendresse. Si elle fuit la fête, l'univers la précipite dans une autre. C'est la psyché qui tente de boucler la boucle. Et c'est précisément à ce moment-là que le tournant survient, l'être réalise qu'il n'a plus d'échappatoire. Ce qui semblait autrefois sécurité devient un fardeau. Ce qui était autrefois fierté se transforme en solitude. La douleur de la distance l'emporte sur la peur du contact. Et puis, quelque chose cède. Parfois discrètement un appel accepté, une invitation en retour, une étreinte spontanée. D'autres fois, de manière explosive un cri inattendu, une confession, un éclat de voix retenu pendant des années. Quoi qu'il en soit, c'est à cet instant que l'âme respire à nouveau. La psyché est sage. Lorsqu'elle sent que l'individu est prêt, elle crée les conditions propices aux retrouvailles. Il peut s'agir d'un simple « joyeux anniversaire » de la part de quelqu'un auquel il s'attendait le moins. Il peut s'agir d'un message oublié qui surgit au bon moment. Il peut s'agir d'un rêve qui réveille en lui le désir de changer. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes que l'inconscient ouvre la voie. Ce qui semblait être le destin est en réalité une réponse à un mouvement intérieur. Et le plus beau, c'est que, dans ce processus, la personne commence à voir l'autre avec un regard nouveau. Elle réalise que chacun porte en lui ses ombres, ses blessures, ses défenses. Que personne n'est entier en permanence, mais que chacun s'efforce de l'être. Jung disait que reconnaître sa propre vulnérabilité est le premier pas vers le véritable amour. Car seuls ceux qui ont scruté leurs propres abîmes sont capables de comprendre l'autre sans le juger. À ce stade du voyage, quelque chose change profondément, le silence n'est plus une échappatoire, c'est un choix. L'individu parle à nouveau, rit à nouveau, renoue des liens. Mais désormais, il fait tout cela consciemment. Il ne recherche plus l'approbation, mais la présence. Il ne craint plus l'amour, il comprend qu'il est le miroir le plus sincère de l'âme. Et lorsque le prochain anniversaire arrive enfin, il ne l'ignore pas. Peut-être n'y a-t-il pas de fête, peut-être pas de gâteau, peut-être pas de personne, mais il y a de la lumière. Une bougie allumée, un moment de gratitude silencieuse. Et ce simple geste, accompli dans la solitude, est le plus sacré des rituels. Car à cet instant, l'être comprend que les vraies félicitations ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le soi qui dit à l'ego, tu as survécu à la traversée. C'est la reconnaissance silencieuse que la douleur avait un sens. Et c'est à cet instant, lorsque l'âme s'accepte pleinement, que le cycle touche à sa fin. Mais la fin, chez Jung, n'est jamais la fin, c'est la transformation.
L'anniversaire autrefois évité devient symbole de renaissance. La date cesse d'être un rappel de la douleur et devient un portail de conscience. Celui qui avait fui comprend désormais que célébrer ne signifie pas se mettre en avant, mais exprimer sa gratitude. Être en vie, malgré tout, est le plus grand des miracles. Et puis, le cœur léger et le regard fixe, il souffle la bougie. Non pas pour demander, mais pour rendre. Il rend autant ce que le temps lui a appris. Il rend à la vie la gratitude pour son existence même. Et dans ce souffle silencieux réside une promesse invisible. Désormais, il ne fuira plus ni la lumière ni l'ombre. Mais que se passe-t-il lorsque l'être accepte enfin cette totalité? Lorsque l'ombre et le soi se reconnaissent, et que la conscience embrasse son propre mystère? C'est alors que s'ouvre la voie vers l'étape finale, celle où l'être découvre que célébrer la vie revient à célébrer le divin qui l'habite. Et cette révélation change tout. Il y a des moments dans la vie où tout semble enfin prendre sens, non pas parce qu'un événement extraordinaire s'est produit, mais parce que, soudain, l'âme se tait et comprend. C'est alors que l'être réalise que tout ce cheminement, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs et ses silences, a toujours eu un but, ramener la personne à elle-même. Carl Jung disait que la véritable individuation commence lorsque l'individu cesse de chercher à se réparer et commence à se comprendre. Et se comprendre ne signifie pas se résoudre soi-même, mais s'accepter soi-même. C'est regarder en soi avec la même compassion qu'un parent aurait face à un enfant perdu. C'est accepter que le cheminement n'a jamais eu pour but d'être parfait, mais d'être entier. Depuis longtemps, beaucoup d'entre nous ont appris à mesurer la valeur de la vie à l'aune des dates, des réussites et des validations extérieures. Nous attendons un événement, une fête, un compliment, une reconnaissance pour nous sentir vivants. Mais la maturité émotionnelle commence lorsque nous comprenons que la vie n'a pas besoin de témoins pour être sacrée. Le simple fait d'exister est une célébration suffisante. Jung voyait là l'un des plus grands signes de conscience, lorsqu'un être cesse de rechercher l'extraordinaire et commence à percevoir le miracle dans l'ordinaire. Celui qui autrefois évitait son propre anniversaire commence, petit à petit, à redécouvrir le sens des petites choses, le soleil qui brille à travers la fenêtre, le rire de quelqu'un à proximité, le silence qui semblait autrefois vide et qui maintenant évoque la paix. Et c'est dans cet éveil silencieux qu'émerge la transformation la plus profonde. L'individu comprend que célébrer n'est pas une question de fête, mais de présence. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de voir. C'est alors qu'il réalise que la joie n'a pas besoin d'être bruyante, et que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Jung disait que le soi, le centre le plus profond de l'âme, se révèle non pas dans le chaos, mais dans l'harmonie des contraires. Lorsque la peur et l'amour, l'ego et l'inconscient, l'ombre et la lumière dialoguent, l'être devient entier. Non pas parce qu'il a éliminé la douleur, mais parce qu'il a appris à danser avec elle. Les anniversaires, autrefois motifs d'évasion, deviennent aujourd'hui symboles de réconciliation. Chaque retour au soleil nous rappelle que le temps n'emporte rien, il transforme. Le passé cesse d'être un ennemi et devient un allié. Les blessures autrefois pesantes deviennent des portes de sagesse. Jung a écrit, on n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est l'essence même de l'individuation, comprendre que l'ombre n'est pas l'opposé de la lumière, mais le chemin qui y mène. Et s'il y a une chose que ce voyage nous enseigne, c'est que les êtres humains naissent plusieurs fois au cours d'une même vie. Ils naissent lorsqu'ils aiment, lorsqu'ils perdent, lorsqu'ils apprennent à se pardonner. Ils naissent lorsqu'ils choisissent de rester, lorsqu'ils ressentent à nouveau, lorsqu'ils cessent de se cacher. Chaque renaissance nous rappelle que la vie est, par essence, un nouveau départ. Et c'est pourquoi, même si vous n'aimez pas votre anniversaire, il reste un miroir fidèle, un rappel du mouvement éternel de l'âme. Avez-vous déjà songé que la vie ne vous invite peut-être pas à célébrer un jour, mais plutôt à célébrer le simple fait d'être ici? Jung croyait que chaque âme a une vocation, et que cette vocation se manifeste dans les situations les plus simples. Parfois, c'est une conversation inattendue, un rêve symbolique, un moment de silence qui vous fait respirer profondément. C'est le soi qui essaie de vous rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide votre chemin, même lorsque vous ne le comprenez pas. Il ne s'agit pas de croire au hasard ou au destin. Il s'agit de réaliser qu'il existe en vous une intelligence vivante, une conscience qui observe, apprend et transforme. Lorsque vous vous autorisez à l'écouter, tout change. Les jours qui semblaient ordinaires prennent tout leur sens. Les personnes que vous croisez cessent d'être fortuites et deviennent des maîtres déguisés. Les souffrances qui semblaient autrefois injustes deviennent comprises comme faisant partie du processus. Car rien n'est aléatoire lorsque l'âme s'éveille. Dans un passage des écrits de Jung, il décrit le soi comme un cercle parfait, sans début ni fin, où chaque point est également essentiel. Il disait que les êtres humains passent la moitié de leur vie à essayer d'être uniques et l'autre moitié à apprendre à être complet. Lorsque l'individu atteint ce stade, le temps cesse d'être son ennemi.
Il n'a plus peur de vieillir, car il comprend que le véritable vieillissement n'est que la maturation de l'âme. Chaque année vécue est une expansion de conscience, un pas de plus vers la plénitude. Et c'est précisément ce que vous pouvez mettre en pratique. La vie ne change pas parce que vous comprenez un concept, elle change quand vous le vivez. Commencez simplement, lors de votre prochain anniversaire, même si vous n'avez pas envie de fête, arrêtez-vous quelques minutes. Fermez les yeux. Respirez. Soyez reconnaissant. Non pas pour les cadeaux, ni pour les personnes, mais pour le chemin parcouru. Pensez à tout ce que vous avez traversé, au moment où vous avez voulu abandonner et que vous n'avez pas abandonné. Prenez conscience de votre évolution, même sans vous en rendre compte. C'est la véritable célébration, celle de l'être qui continue d'avancer, malgré tout. Lorsque Jung parlait d'individuation, il ne décrivait pas un objectif spirituel lointain, mais un processus quotidien. Il disait que, qui regarde au-delà rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Regarder à l'intérieur n'est pas une échappatoire, c'est du courage. C'est choisir de comprendre ses émotions plutôt que de se laisser contrôler par elles. C'est décider d'écouter ce que le silence essaie de vous dire. C'est cesser de lutter contre le courant de la vie et commencer à l'accompagner. Et c'est peut-être là le tournant, réaliser que ce n'est pas le monde qui a besoin de vous célébrer, mais vous qui devez vous autoriser à célébrer le monde. Célébrez votre respiration, votre corps, vos sens, ceux qui sont encore à vos côtés. Célébrez le temps, même lorsqu'il se ride, car chaque marque est une carte de votre propre existence. Célébrez l'amour, même lorsqu'il fait mal, car c'est ce qui prouve que vous ressentez encore. Célébrez l'ombre, car c'est en elle que la lumière prend forme. En fin de compte, c'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il affirmait que l'inconscient est le médiateur entre l'humain et le divin. L'âme, consciente de ses propres contradictions, commence à participer activement à la création. La vie cesse d'être quelque chose qui vous arrive pour devenir quelque chose qui se produit à travers vous. L'individu éveillé comprend qu'il est qu'auteur de son destin, que ses pensées, ses sentiments et ses actions façonnent son propre chemin. Et cela change tout. Alors, quand le prochain cycle arrive, ne fuyez pas, laissez-vous aller au présent. Laissez-vous aller à regarder en arrière sans culpabilité et à l'avenir sans peur. Laissez-vous aller à la célébration, même en silence. Non par vanité, mais par gratitude. Car chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité de renaissance. Et si vous parvenez à percevoir cela, ne serait-ce qu'un instant, vous vivrez déjà l'essence de ce que Jung appelait la plénitude. La vie, en fin de compte, est faite de retours. Nous retournons à nous-mêmes, à ce que nous avons oublié, à ce qui nous a toujours appartenu. Et à ce retour, nous découvrons que nous n'avons jamais été vraiment perdus, juste distraits. Tout ce dont nous avons besoin était déjà en nous, attendant le moment propice pour se souvenir. Et ce moment est peut-être arrivé maintenant. Alors, si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans les mots prononcés ici, faites-en un tournant. N'attendez pas la prochaine date, la prochaine raison, la prochaine étape. Commencez dès aujourd'hui. Fermez les yeux et dites silencieusement, j'accepte d'être en vie. J'accepte d'être qui je suis. J'accepte de recommencer. C'est la prière la plus puissante qui soit, la prière de quelqu'un qui accepte enfin sa propre existence. Et si ce message a touché une partie de votre âme, partagez-le. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de se souvenir de ce dont vous vous souvenez maintenant. Laissez un commentaire, même anonyme, pour exprimer ce que vous avez ressenti. Parfois, une phrase sincère touche plus de cœur qu'on ne peut l'imaginer. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte de soi, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est une invitation à regarder en soi, à se découvrir soi-même, surtout, à s'ouvrir à soi. Car, au final, c'est ce que Jung essayait de nous dire, la vie ne commence pas quand quelqu'un vous célèbre, mais quand vous décidez de vous célébrer vous-même. Et lorsque cette compréhension se fait jour, plus rien n'est jamais comme avant.